Il y a des hommes qui remplissent une scène comme d'autres remplissent une vie entière. Jacques Brel était de ceux-là. Quand il chantait, il ne chantait pas. Il brûlait. Il se consumait devant vous. Il donnait tout, jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce que la sueur coule et que la salle retienne son souffle. Et puis il saluait. Et il disparaissait dans les coulisses. Loin des regards. Loin du monde. Parce que Jacques Brel était un homme de contradiction. Immense sur scène. Fuyant dans la vie. Généreux avec le public. Absent avec ses proches. Un génie qui savait tout dire en chanson et qui ne savait pas toujours comment dire les choses simples à ceux qu'il aimait. Il a eu 3 filles. Chantal, France et Isabelle. 3 femmes qui ont grandi avec un père légendaire et souvent absent. 3 femmes qui ont dû apprendre à aimer un homme qu'elles ne voyaient pas assez. Et 3 femmes qui, chacune à leur façon, ont construit leur vie avec ou malgré ce nom qui précède toujours les présentations. Aujourd'hui, on va parler d'elles, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont choisi, et de ce qu'il reste de Jacques Brel dans leur vie, des décennies après sa mort. Jacques Brel naît le 8 avril 1929 à Schaerbeek, en Belgique. Fils d'une famille bourgeoise catholique, il grandit dans un environnement ordonné, structuré, loin de la bohème qu'il incarnera plus tard. Très jeune, il sent que quelque chose en lui ne rentre pas dans les cases. Il écrit, il chante, il rêve d'autre chose. Sa famille ne comprend pas toujours. Mais il persiste. En 1950, il épouse Thérèse Michelsen, que tout le monde appelle Mich. Un mariage jeune, presque par tradition. Mich est une femme solide, discrète, loyale. Elle croit en lui quand personne d'autre n'y croit encore. Elle le soutient dans les années difficiles, celles où il joue devant des salles à moitié vides et rentre à la maison sans un franc. Ensemble, ils ont 3 filles. Chantal naît en 1951. France naît en 1953. Isabelle naît en 1963, 10 ans après sa sœur, comme un dernier cadeau ou une dernière tentative de tenir quelque chose qui s'effiloche déjà. Parce que pendant que la famille grandit à Bruxelles, Jacques Brel, lui, grandit ailleurs. Sa carrière décolle à Paris dans les années 1950. Il enchaîne les scènes, les tournées, les enregistrements. Il devient célèbre, puis très célèbre, puis légendaire. Et pendant tout ce temps, Mich et les filles l'attendent. Ou plutôt, elles apprennent à vivre sans vraiment l'attendre. Parce qu'attendre Jacques Brel, c'est attendre quelqu'un qui ne revient jamais tout à fait. Il n'est pas un mauvais père. Il aime ses filles. Ceux qui l'ont vu avec elles témoignent d'une tendresse réelle, d'une attention sincère dans les rares moments où il est là. Mais il est peu là. La route le prend. La scène le prend. Et les femmes, aussi, le prennent. Parce que Brel n'est pas un homme fidèle. Il a des liaisons, des histoires, des amours parallèles qu'il ne cache pas vraiment et que Mich supporte avec une dignité qui force le respect et brise le cœur en même temps. Chantal, l'aînée, grandit dans cette réalité-là. Un père présent par intermittence. Une mère qui tient la maison et les enfants à bout de bras. Une enfance marquée par le contraste entre la gloire publique du père et son absence privée. Chantal est une enfant sérieuse. Observatrice. Elle regarde. Elle comprend des choses que les enfants ne devraient pas avoir à comprendre si tôt. France, la deuxième, a un caractère différent. Plus proche peut-être de l'énergie de son père. Plus dans l'expression, dans le mouvement. Elle grandit elle aussi dans l'ombre de ce nom immense, avec la conscience très tôt que Jacques Brel n'appartient pas qu'à sa famille. Il appartient au monde. Et le monde, lui, ne partage pas. Isabelle est la plus jeune. Née en 1963, elle a moins de souvenirs de la période de gloire maximale de son père. Elle le connaît différemment. Dans ses dernières années. Dans son retrait progressif du monde du spectacle. Dans sa façon de fuir ce qu'il avait lui-même construit. Parce qu'en 1967, Jacques Brel fait quelque chose que personne ne comprend vraiment sur le moment. Il arrête. Du jour au lendemain, au sommet de sa gloire, il dit stop. Plus de scènes, plus de concerts. Il a 38 ans. Il pourrait continuer pendant des décennies encore. Mais il choisit d'arrêter. Il explique qu'il est épuisé, que la scène lui a tout pris. Que continuer serait se mentir à lui-même. Certains voient dans cette décision une forme de courage. D'autres y voient une fuite. Peut-être que c'est les deux à la fois. Jacques Brel a toujours été les deux à la fois.
Après l'arrêt de la scène, il se tourne vers le cinéma. Il joue dans plusieurs films. Il réalise. Il explore. Il cherche encore, toujours, quelque chose qu'il ne sait pas vraiment nommer. Et puis en 1974, il part. Littéralement. Il s'envole pour les îles Marquises, en Polynésie française, à l'autre bout du monde. Il emmène son bateau, quelques amis, et disparaît de la circulation médiatique. Ses filles restent en Europe. Avec leur mère. Avec ce père qui s'éloigne géographiquement comme il s'était toujours éloigné autrement. Mais la vie a une façon de tout rattraper. En 1974, Jacques Brel apprend qu'il a un cancer du poumon. Un cancer sérieux. Avancé. Il ne l'annonce pas publiquement tout de suite. Il continue de vivre aux Marquises, de naviguer, d'écrire. Il refuse de se laisser définir par la maladie. Il refuse la pitié. Il refuse d'être réduit à un homme qui meurt. Mais il meurt quand même. Lentement. Sur plusieurs années. En gardant le secret aussi longtemps qu'il peut. En 1977, il revient une dernière fois en studio. Il enregistre un album. Un album qui s'appelle simplement Brel. Un album dans lequel il chante la mort, la vieillesse, l'adieu, avec une lucidité qui coupe le souffle. Ceux qui l'écoutent savent, sans qu'ils le disent, que c'est un testament. Une dernière lettre au monde. Une dernière façon de brûler avant que la lumière s'éteigne. Ses filles savent qu'il est malade. Elles savent que le temps est compté. Et elles doivent vivre avec ça. Avec ce père lointain géographiquement, diminué physiquement, mais toujours immense dans leur vie intérieure. Toujours cette présence qui occupe tout l'espace même quand il n'est pas là. Jacques Brel meurt le 9 octobre 1978, à Bobigny, en France, où il avait été rapatrié pour ses derniers soins. Il a 49 ans. Il est enterré aux îles Marquises, à Attuona, non loin de la tombe du peintre Paul Gauguin. Deux artistes. Deux fuyards. Deux hommes qui ont cherché quelque chose jusqu'au bout du monde et qui ont fini par s'y reposer pour toujours. Il laisse derrière lui Mich, ses trois filles, et un vide que la musique ne comble pas tout à fait. Un vide de père. Un vide d'homme. Le genre de vide qu'on apprend à habiter, mais qu'on ne remplit jamais vraiment. Chantal, France et Isabelle ont alors respectivement 27 ans, 25 ans et 15 ans. 15 ans pour Isabelle. L'âge où l'on a encore besoin de son père pour comprendre qui on est. L'âge où une absence devient une blessure qui prend des décennies à cicatriser. Quand un père comme Jacques Brel disparaît, il ne disparaît pas vraiment. Il continue d'occuper l'espace. Dans les conversations. Dans les regards des autres. Dans ces moments où quelqu'un vous tend un micro ou vous pose une question et que vous savez déjà ce qui va venir. La question sur lui. Toujours sur lui. Jamais vraiment sur vous. C'est le destin particulier des enfants de légende. Ils héritent d'un nom qui ouvre des portes et enferme d'autres. Un nom qui attire l'attention et qui la détourne en même temps. Parce que l'attention qu'on vous porte n'est jamais tout à fait pour vous. Elle est pour lui. Pour ce qu'il représente. Pour ce qu'il a laissé. Chantal Brel est l'aînée. Celle qui a eu le plus de temps avec lui. Celle qui se souvient des années avant la gloire totale, des années où Jacques Brel était encore un homme qui cherchait sa place dans le monde. Elle a grandi dans le regard d'une mère admirable, Mich, qui a tenu la famille debout pendant que le père tournait le monde. Chantal a hérité de cette solidité. Cette façon de faire les choses sans bruit. Sans se plaindre. Sans chercher les projecteurs. Elle a choisi une vie loin des médias. Une vie où le nom Brel est présent mais pas écrasant. Une vie à elle. Et ce choix, aussi discret soit-il, est peut-être le plus courageux de tous. Parce qu'il est plus facile d'exploiter un nom que de vivre à côté de lui sans se laisser définir par lui. France Brel a pris un chemin différent. Tout aussi discret dans sa façon d'être, mais plus engagée dans la préservation de l'héritage paternel. Elle s'est impliquée dans la gestion de l'œuvre de Jacques Brel. Dans les décisions sur ce qu'on fait de sa musique, de ses archives, de sa mémoire. C'est un rôle ingrat autant que précieux. Ingrat parce qu'on ne vous voit pas. Précieux parce que sans vous, les chansons pourraient être mal utilisées, mal protégées, mal transmises. France a compris très tôt que l'héritage de son père n'était pas seulement sentimental. Il était aussi culturel. Et que quelqu'un devait veiller dessus avec rigueur et amour. Elle a choisi d'être cette personne. Dans l'ombre.
sans gloire particulière, mais avec une constance qui dit beaucoup sur la femme qu'elle est. Et puis il y a Isabelle, la plus jeune, celle qui avait 15 ans quand son père est mort, celle qui a grandi avec le moins de lui et peut-être le plus de la légende. Parce qu'à 15 ans, on n'a pas encore les outils pour séparer l'homme du mythe. On reçoit les deux en même temps, mélangés, et on passe des années à essayer de les démêler. Isabelle Brel a parlé de son père avec une franchise rare. Dans des interviews accordées avec parcimonie, elle a évoqué l'absence. Elle a dit ce que c'est de grandir avec un père qu'on voit peu et qu'on aime énormément. Elle a parlé de la fierté mêlée de manque, de cette sensation étrange d'être la fille de quelqu'un que tout le monde connaît et de réaliser que vous ne le connaissiez pas vraiment. Pas comme on connaît un père. Pas dans les détails du quotidien. Pas dans les petites choses qui font une relation vraie. Elle a aussi parlé de la mort. De ce que ça fait d'apprendre à 15 ans que votre père va mourir. De ce deuil particulier qui commence avant la mort, pendant la maladie, quand vous savez mais que vous ne savez pas encore vraiment. Quand vous essayez de profiter du temps qui reste tout en refusant d'admettre que le temps s'épuise. Isabelle a grandi avec cette blessure-là. Et elle n'a pas cherché à la cacher. Elle l'a portée avec une honnêteté qui touche ceux qui l'entendent. Les trois filles de Jacques Brel ont en commun quelque chose d'essentiel. Aucune d'elles n'a cherché à capitaliser sur le nom de leur père de façon opportuniste. Aucune n'a fait de la célébrité paternelle un tremplin personnel. Aucune n'a vendu des anecdotes aux tabloïds ou participé à des émissions de télé-réalité en brandissant le nom Brel comme un sésame. C'est rare. Suffisamment rare pour le noter. Parce que le monde du spectacle est plein d'enfants de célébrités qui ont choisi la facilité. Qui ont utilisé le nom, la connexion, l'héritage, pour accéder à des choses qu'ils n'auraient pas obtenues autrement. On ne peut pas leur jeter la pierre. La tentation est compréhensible. Mais les filles de Brel ont choisi autrement. Elles ont choisi la discrétion, le travail, la vie privée. Et ça, c'est une forme de respect pour leur père qui vaut tous les hommages officiels. Mich, leur mère, est décédée en 2020. Elle avait 90 ans. Jusqu'à la fin, elle a été la gardienne silencieuse de la mémoire de Jacques Brel. Celle qui savait tout, qui avait tout traversé, et qui avait choisi de ne presque rien dire. Une dignité absolue. Une femme qui aurait pu écrire un livre dévastateur sur son mari et qui ne l'a pas fait. Parce que ce n'était pas dans sa nature. Parce que l'amour qu'elle avait pour lui, malgré tout, était plus fort que le besoin de se justifier. Ses filles lui ressemblent. Cette tenue. Cette façon de tenir les choses en dedans. De ne pas étaler. De ne pas revendiquer. De simplement être. Jacques Brel chantait les femmes avec une intensité parfois dérangeante. Il les magnifiait et les réduisait dans le même souffle. Il était de son époque sur ces questions. Mais les femmes de sa vie, celles qu'il a aimées et celles qu'il a engendrées, se sont révélées plus solides que lui sur bien des points. Mich a tenu. Ses filles ont tenu. Elles ont traversé l'absence, le deuil, la pression du non, et elles sont là. Debout, discrètes, entières. Il y a quelque chose de beau dans cette histoire. Pas le beau facile des happy endings, mais le beau difficile des vies construites malgré les manques. Le beau de ces femmes qui auraient eu toutes les raisons de s'effondrer et qui ont choisi de continuer. Jacques Brel est mort en 1978. Mais il continue de vivre. Dans ses chansons, évidemment. Dans les milliers de reprises faites par des artistes du monde entier. Dans les salles de spectacle, où on joue encore ses textes. Dans les voitures où on chante « Ne me quitte pas sans savoir » qu'on pleure à moitié. Et il vit aussi dans ses filles. Dans leur façon d'être au monde. Dans leur dignité tranquille. Dans ce quelque chose d'indéfinissable qu'on reconnaît parfois chez les enfants de grands hommes. Cette conscience que la vie est courte et que ce qu'on laisse derrière soit compte plus que ce qu'on accumule. Jacques Brel le savait. Il l'a chanté pendant 20 ans. Et ses filles, sans le chanter, le vivent chaque jour. Et vous, est-ce que vous connaissiez l'histoire de ces trois femmes remarquables? Dites-le nous en commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires.